Alors, on est entré dans une des pires crises du capitalisme. On est devant une crise sanitaire qui est mal gérée par des gouvernements qui pensent plus à sauver les grandes entreprises que la vie des travailleurs. Et on doit s'attendre dans la période à venir à plus d'impôts, plus de taxes, de l'inflation et de l'austérité pour les travailleurs. En fait, on va devoir payer pour les cadeaux que les gouvernements ont donnés aux entreprises. Et c'est pas étonnant, en fait, qu'il y ait de plus en plus de jeunes et de travailleurs qui se tournent vers le marxisme et l'anarchisme pour s'outiller afin de combattre les horreurs du capitalisme comme l'oppression, la violence de l'État et la misère générale. Si on a choisi de tenir une discussion sur marxisme ou anarchisme à la riposte socialiste, c'est pas parce que on cherche à couper les cheveux en quatre ou à diviser la gauche ou qu'on prend un plaisir à critiquer d'autres tendances. Non, c'est parce que si on veut mettre fin au capitalisme et à toutes ses horreurs, c'est essentiel d'avoir de la clarté politique. Et dans ma présentation, j'aimerais ça faire ressortir les points de convergence et de divergence entre marxisme et anarchisme dans le but d'exposer les idées et les méthodes qui vont nous aider le plus à renverser le système capitaliste et la domination des riches propriétaires d'entreprises. Et en passant, il faut reconnaître d'emblée qu'il y a plusieurs courants anarchistes. Mon intention, c'est pas du tout de réduire tous ces courants-là à un seul bloc monolithique, bien au contraire. Il y a à peu près 11 ou 12 ans, j'étais anarchiste personnellement. J'avais lu la plupart des grands auteurs anarchistes. Et ce qui m'avait fait hésiter à m'intéresser au marxisme, c'est que j'avais gobé les préjugés anticommunistes qui sont véhiculés depuis plus de 100 ans par la classe capitaliste dirigeante. Regardez les bolcheviks, c'est des meurtriers sanguinaires. Ils ont fait un coup d'État, ils ont instauré un État totalitaire, puis sont devenus eux-mêmes une classe dirigeante. Le totalitarisme de Staline était déjà présent en germe chez Marx, Lénine et Trotsky, c'est sûr. Mais j'ai quand même décidé de donner une chance au marxisme et j'ai joint la riposte socialiste en 2011. Et en mettant à étudier les écrits des marxistes et aussi étudier l'histoire de la Révolution russe, j'ai réalisé que mes préjugés anti-marxistes n'étaient pas fondés. J'ai compris que le stalinisme, ça n'a rien en commun avec les idées du marxisme. Puis qu'au contraire, les staliniens ont dû exterminer jusqu'au dernier des léninistes en Russie, c'est-à-dire les trotskistes, pour pouvoir consolider leur État dictatorial. Il faut comprendre que les marxistes et les anarchistes sont des frères et sœurs de lutte, des camarades dans la même révolution pour renverser nos exploiteurs. Les deux ont en commun de s'opposer à la fois au capitalisme et aux dérives totalitaires du stalinisme. Les marxistes et les anarchistes ont le même but, en fait. La future société communiste ou la future société anarchiste, c'est en général compris comme la même chose. Pour les marxistes, la société socialiste, communiste, c'est rien de moins que la démocratie directe, où les travailleurs et les opprimés organisent eux-mêmes la société de manière démocratique, en commençant par organiser leur propre milieu de travail. Les marxistes, ils veulent abolir la propriété privée des moyens de production et des entreprises pour abolir la division de la société en classes sociales et ainsi abolir l'exploitation du travail salarié et mettre fin à toute forme d'oppression. Contrairement à ce qui est véhiculé par la propagande bourgeoise, le communisme, c'est pas la subordination de l'individu à la puissance de la collectivité. Non. Le communisme, il veut libérer l'humain du labeur et réduire sa semaine de travail. Le communisme, c'est une société d'abondance et une société des loisirs qui vise à donner à l'individu un véritable contrôle sur ses conditions de vie, au lieu que ce soit les patrons et leurs représentants au gouvernement, au Parlement, qui décident pour nous. La révolution communiste, c'est aussi le projet qui vise à créer une relation harmonieuse entre l'humanité et la nature. Donc, une relation qui a été brisée par le capitalisme. Bref, la société communiste et la société anarchiste correspondent grosso modo à la même chose, une société sans classe et sans État. Mais si notre but est le même, il faut dire que c'est concernant les moyens pour se rendre là que des différences émergent. Ces différences concernent notamment la question de l'État. La question de la nature de l'État et de comment se débarrasser de l'État, ça a été débattu par Proudhon, Bakounine, Marx, Engels et d'autres. C'est pas juste un débat de vieux barbus, hein, parce que c'est aussi une question importante pour les plus jeunes barbus comme moi.
Non, sérieusement, en fait, c'est une question fondamentale pour la Révolution. Bakounine puis Kropotkin, à sa suite, ils voyaient l'État comme la source de la domination, comme l'instrument qui a permis aux classes dirigeantes de dominer le reste de la société et de la réduire en esclavage. Et de ça, il découlait l'idée qu'à travers la Révolution, on pourrait se débarrasser de l'État du jour au lendemain. Il rejetait l'idée que les travailleurs, ils doivent prendre le pouvoir politique. Mais en réalité, c'est pas l'État qui a engendré les classes. Comme Marx et Engels l'ont montré, quand la société commence à se diviser en classes sociales, il y a plusieurs millénaires, les premières classes possédantes, ils vont devoir construire un État. C'est-à-dire avant tout une armée puis des prisons pour forcer les esclaves qu'il y avait déjà à rester travailler sur les terres. L'État, c'était seulement l'organe politique de leur domination économique. Pendant le Moyen Âge européen, l'État féodal, c'était l'organe de domination de la classe des seigneurs contre les paysans. Avec les grandes révolutions bourgeoises, comme la Révolution française, anglaise et américaine, la nouvelle classe capitaliste émergente a pris le pouvoir, elle a renversé les seigneurs et elle a consolidé le capitalisme. L'État moderne, ou ce qu'on appelle des fois l'État-nation, c'est un État bourgeois. C'est un État qui a comme fonction de maintenir en place le système capitaliste, c'est-à-dire de défendre la propriété privée des propriétaires d'entreprises, des grands banquiers et des grands industriels. On le voit en ce moment avec le gouvernement Trudeau, qui donne des centaines de milliards en cadeaux aux grandes entreprises. Et la nature essentielle de l'État bourgeois, elle se montre au grand jour pendant les grèves étudiantes puis les grèves ouvrières, à travers la matraque de la police puis les lois de retour au travail. Marx disait que le gouvernement moderne, c'est un comité servant à gérer les affaires communes de la bourgeoisie. Aussi, il faut dire, on a un semblant de démocratie. On vote aux 4 ans pour déterminer quelle frange de la bourgeoisie va avoir le contrôle entier sur l'État. En fait, l'État bourgeois, là, c'est ultimement la dictature du capital. Hein, c'est le monopole de la violence organisée. C'est l'organe de domination de la classe capitaliste contre les travailleurs. Les marxistes, on est donc d'accord avec les anarchistes. Il faut briser la machine d'État capitaliste. Elle ne peut pas nous servir à transformer la société vers le socialisme parce qu'elle est rattachée par 1000 liens avec les exploiteurs, à travers les généraux d'armée, les chefs de police, les hauts fonctionnaires, etc. Maintenant, il se pose une question concrète. Comment est-ce qu'on va se débarrasser de cet État bourgeois? Comme l'État est un organe de domination de classe, l'État va être nécessaire tant qu'il y aura des classes. La seule façon d'abolir les classes, c'est que les travailleurs, travailleuses et les couches opprimées se réapproprient les usines, les moyens de production et de travail pour faire rouler l'économie en fonction de leurs besoins. Il faut donc que la richesse sociale soit mise sous le contrôle démocratique de la population et organisée à travers un plan de production national. Et donc, les penseurs anarchistes, est-ce qu'ils ont raison de penser qu'on puisse se débarrasser de l'État du jour au lendemain? Il faut régler cette question-là. Si on abolit l'État capitaliste, est-ce qu'on vient d'abolir la domination des capitalistes? Ben non. Les capitalistes, ils vont être encore en contrôle des milieux de travail. Il faut donc créer des organes de démocratie ouvrière pour exproprier les capitalistes et organiser la production. OK, mais si les capitalistes ils sont sortis des milieux de travail, est-ce qu'on a gagné la bataille? Mais non, pas encore, parce que les capitalistes ils vont tenter de réorganiser un nouvel État capitaliste en rassemblant ce qui reste des forces de l'ordre qui sont encore loyales à eux. Donc, c'est pas l'État qui crée les capitalistes, contrairement à ce que Bakounine pense. C'est les capitalistes qui se dotent d'un État comme leur outil de domination. Il va donc falloir créer des organes d'autodéfense des travailleurs pour protéger la révolution contre la contre-révolution des capitalistes. Bref, les travailleurs n'auront pas le choix de construire des organes démocratiques pour mater les capitalistes qui veulent rétablir l'exploitation. La plupart des anarchistes sont opposés à ce qu'on appelle ça un État. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Il nous faut un État ouvrier, c'est-à-dire des communes. Donc, on va sortir un peu de la théorie et on va regarder une expérience historique très éclairante, la Commune de Paris de 1871. C'est drôle parce que la Commune,
c'est à la fois l'exemple emblématique, l'exemple de prédilection que vont utiliser à la fois les marxistes et les anarchistes. Hein? Mais pourquoi ça? Donc, l'Empire français de Napoléon III, il est défait par la Prusse. La bourgeoisie française tente de réorganiser une république, mais son gouvernement à Paris capitule devant les Prussiens et négocie secrètement avec eux. Alors là, les masses de Paris, trahis par le gouvernement bourgeois, ils prennent les armes et ils mettent le gouvernement en dehors de Paris. Les Parisiens avaient alors dans leurs mains le pouvoir d'État à Paris et ils ont organisé la Commune. La Commune, c'était un gouvernement nouveau genre, une démocratie directe dans laquelle les citoyens organisaient la société à travers le Conseil de la Commune et les conseils de direction d'ateliers, les milieux de travail collectivisés. Ils ont commencé à mettre en place des mesures socialistes pour défendre les intérêts des travailleurs et des pauvres, comme nationaliser les usines qui avaient été abandonnées, ils ont gelé les loyers, ils ont logé les sans-abri. Ils ont aussi aboli la bureaucratie de l'ancien appareil d'État. Comment ils ont fait ça? Ben, les représentants du peuple, les fonctionnaires, les élus de la commune étaient tous élus, révocables à tout moment et redevables devant les assemblées du peuple. Aussi, ils étaient payés le salaire d'un ouvrier qualifié moyen. Les tâches bureaucratiques de gestion étaient mises en rotation parmi les citoyens. Comme Lénine il disait dans l'État et la Révolution, si tout le monde est un bureaucrate, personne n'est un bureaucrate. Aussi, l'armée permanente, ce corps militaire séparé de la population, était aboli et le peuple possédait lui-même les armes. Donc, contrairement à ce que beaucoup d'anarchistes pensent, les communards, ils n'ont pas aboli l'État du jour au lendemain. Ce qu'ils ont aboli, c'est l'État bourgeois. Mais ils ont aboli l'État bourgeois parce qu'ils ont organisé leur propre État, la commune, leur pouvoir politique de classe. Mais par contre, ils ont aboli l'État bourgeois juste à Paris, en fait. Fait que les capitalistes ont eu le temps de réorganiser l'État bourgeois et leur armée à Versailles. Puis ensuite, ils ont marché sur la commune de Paris. Ça a été un bain de sang. 30 000 communards sont décédés et la commune, elle a duré en fait 2 mois. Marx et Engels, ils ont compris que l'État commune, c'était en fait la forme enfin trouvée du pouvoir politique que le prolétariat, les travailleurs, doivent se doter pour accomplir la transformation socialiste de la société et se protéger de la contre-révolution. La commune, c'était le premier État ouvrier créé dans l'histoire. Mais en fait, cet État ouvrier, c'était pas vraiment un État au vrai sens du mot, hein. C'était en fait un demi-État, pour employer les mots de Lénine. Ça n'avait rien à voir avec le monstre bureaucratique et militaire qu'était l'État bourgeois. L'État bourgeois, c'est l'organe de domination de la minorité exploiteuse contre la majorité exploitée. Mais la commune, c'était, à l'inverse, l'organe de domination de la classe ouvrière pour se protéger contre la contre-révolution et entamer la transformation socialiste de la société. Et cet organe de domination de classe, c'était une démocratie directe des travailleurs. Comme Trotsky le disait, la bourgeoisie, elle nous dit de ne pas toucher à l'État parce que c'est son droit sacré. Et les anarchistes, ils nous disent de ne pas toucher à l'État parce que c'est une machine infernale, c'est un péché. Les deux, ils nous disent que le pouvoir nous est interdit. Mais nous, on dit qu'on ne va pas simplement y toucher. On va construire notre propre État des travailleurs pour abolir la propriété privée des moyens de production et émanciper les opprimés. Pour décrire le fait que la commune était l'organe des travailleurs contre les capitalistes, Marx avait utilisé un mot spécial, dictature du prolétariat. Ça fait peur, hein? Bon, faut mettre un peu en contexte. Marx n'a jamais connu le stalinisme, il n'a pas connu le fascisme. Il ne pouvait pas deviner que Staline allait utiliser ses idées puis les déformer entièrement afin de justifier son propre régime totalitaire. Marx, il ne parlait pas de la dictature d'un individu ou de la dictature d'un petit groupe, d'un parti ou d'une bureaucratie. Non, il disait la commune, c'est la dictature du prolétariat, c'est l'État ouvrier, c'est les organes démocratiques des travailleurs pour exproprier les capitalistes, briser leur résistance et transformer la société. C'est le pouvoir de toute la classe des travailleurs salariés. En ce moment, sous le capitalisme, comme je l'ai dit, c'est la dictature du capital parce que c'est les patrons qui font la loi sur leur milieu de travail. C'est eux qui contrôlent la société avec leur État bourgeois. La dictature du prolétariat, c'est l'exact opposé. C'est les travailleurs qui font la loi sur leur milieu de travail en prenant des décisions démocratiques en assemblée générale.
Puis quand les communes auront exproprié les capitalistes et collectivisé l'économie, ben, ça va être la fin de la division en classes sociales. Les communes vont alors perdre leur caractère de classe. Ils vont perdre leur caractère d'État ouvrier. L'État commune, il ne sera pas aboli, il va s'éteindre progressivement. Plus les classes vont tendre à disparaître, plus la commune va cesser d'être un État de classe et va simplement devenir un organe de gestion de la société. Donc, quand l'État se sera complètement éteint, on pourra dire qu'on a atteint le stade du communisme intégral. Et en fait, c'est la seule manière d'envisager de manière réaliste l'établissement d'une société sans État. L'expérience de la Commune de Paris peut nous éclairer sur une autre question essentielle dans le débat entre marxistes et anarchistes, l'autorité. Bakounine a été le premier à définir l'anarchisme comme du socialisme libertaire et le marxisme comme du socialisme autoritaire. Il fallait combattre toute forme d'autorité. C'est d'ailleurs la deuxième question que j'ai posée aux camarades de la riposte socialiste en 2011. Êtes-vous des socialistes autoritaires ou libertaires? C'était évidemment une question piège, même si je ne le savais pas. Soit dit en passant, Bakounine y avait fondé une faction, c'était en fait une société secrète, à l'intérieur de la première internationale fondée par Marx, et il y avait eu recours à des intrigues factionnelles antidémocratiques pour saper l'autorité politique de Marx sur l'international. Après avoir échoué à prendre le contrôle de l'international, ils ont inventé le concept de socialisme autoritaire pour tenter de discréditer Marx et de le faire passer pour un dictateur autoritaire. C'est quoi le crime de Marx? D'avoir réussi à convaincre la majorité de l'international de ses idées. L'opposition entre socialisme libertaire et autoritaire, c'est selon moi une pure invention de Bakounine. Si autoritaire, ça signifie de vouloir créer un État totalitaire, ben, il n'y a aucun marxiste qui est autoritaire. Parce que le stalinisme, c'est juste une caricature dégénérée du marxisme. On va essayer maintenant de poser la question de l'autorité de manière concrète. Marx et Engels, ils nous demandent quelle classe sociale doit avoir l'autorité dans la société? La bourgeoisie ou le prolétariat? Être autoritaire, c'est imposer sa volonté à l'autre sans son consentement. Mais pourtant, Bakounine, il est d'accord avec nous qu'il faut se débarrasser des bourgeois et de l'État bourgeois. Il nous dit qu'il faut exproprier les capitalistes et prendre le contrôle des moyens de production. C'est quoi ça si c'est pas un acte hautement autoritaire? Engels, il va le dire bien simplement, une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit. C'est un acte par lequel une partie de la population impose sa volonté sur l'autre partie par les fusils, les baïonnettes et les canons, c'est-à-dire par des moyens autoritaires. Puis dans la Commune de Paris, là, ben la Commune, ça représentait l'autorité des travailleurs contre l'autorité des bourgeois représentés dans le gouvernement de Versailles. Puis ce qui a mené au massacre de la Commune, c'est pas parce qu'elle était trop autoritaire. Au contraire, c'est parce qu'elle n'était pas assez. Si les communards avaient mieux compris leur rôle d'autorité ouvrière, ben, ils auraient levé une armée du peuple pour marcher sur Versailles et ils auraient détruit l'État bourgeois réactionnaire avant que les bourgeois ne se réorganisent. Puis peut-être qu'en ce moment, on serait sous socialisme. Ces leçons de la Commune de Paris, ben, ils ont été bien comprises par les ouvriers et les paysans russes. En février 1917, ils font une première révolution et ils renversent le régime du tsar. Mais les travailleurs, ils prennent pas le pouvoir d'État, en fait. Fait que les capitalistes, ils vont réorganiser rapidement un gouvernement provisoire qui, en fait, va juste maintenir le statu quo. On assiste, en fait, à une situation de double pouvoir. D'un côté, on a l'État capitaliste qui commence à s'organiser, c'est le gouvernement provisoire, et de l'autre, on a les soviets. Soviets des ouvriers et des paysans. C'est des conseils démocratiques formés de délégués qui viennent des milieux de travail et des campagnes. Les marxistes russes, organisés dans le parti bolchevique, avec Lénine et Trotsky notamment, ils comprennent que les soviets, c'est en fait un État ouvrier qui existe en germe. Et que les soviets, ils doivent prendre le pouvoir pour qu'on puisse commencer la révolution socialiste. Sauf que les délégués des soviets, ben, c'était majoritairement des mencheviks, un parti social-démocrate qui soutenait le gouvernement capitaliste, qui accomplissait, lui, aucune réforme sociale. Les bolcheviks sont intervenus dans les assemblées des travailleurs et dans les soviets et ils ont expliqué patiemment aux travailleurs que la seule façon de mettre fin à la Première Guerre mondiale et d'améliorer nos conditions de travail, c'est de renverser le gouvernement capitaliste et que les soviets, les conseils ouvriers, ils forment un État ouvrier
et entame la révolution socialiste en expropriant les capitalistes. On voit ici c'est quoi la job d'un parti marxiste avant la révolution. C'est de proposer aux travailleurs les idées et les méthodes pour gagner la bataille contre les capitalistes. Et les travailleurs ils ont fini par être convaincus par les idées des bolcheviks. Ils les ont élus à la majorité comme délégués dans les soviets. Et le parti bolchevique a grandi de 8 000 membres en février à 250 000 membres à l'automne. Donc, on voit que ce que les bolcheviks essaient de faire, c'était de donner une direction au mouvement ouvrier russe. Il y a certains anarchistes qui se refusent à l'idée qu'il y ait des dirigeants dans le mouvement. Puis en fait, c'est une réaction au fait que dans le mouvement ouvrier actuel, ben, souvent les dirigeants ils sont corrompus, puis ils tombent sous la pression des bourgeois. Mais l'affaire, c'est que le leadership ou la direction au sein du mouvement, ben, en fait, c'est un fait de la vie. Tout le monde y sait, tout le monde qui est allé dans une assemblée générale étudiante ou un meeting syndical, tu peux voir que ben, y a du monde qui font des propositions, qui essaient d'amener le mouvement vers l'avant, de convaincre les autres de faire quelque chose, d'aller dans une certaine direction. Ben, c'est ça, jouer un rôle de direction. Si nos représentants dans les syndicats ou dans les soviets, ils sont pas assez combatifs, puis ils nous trahissent parfois, c'est pas parce qu'ils sont le leadership, parce qu'ils ont un mauvais leadership. Quand ton soulier il est troué là, puis qu'il te fait mal, ton réflexe, c'est pas de jeter ton soulier à la poubelle puis de marcher pieds nus, c'est d'aller t'acheter un meilleur soulier qui fonctionne. La solution, c'est pas d'abandonner l'idée d'un leadership pour le mouvement ouvrier. C'est de lutter contre le leadership qui a trahi la classe ouvrière et capitulé aux bourgeois, et de convaincre les travailleurs de la nécessité d'élire un leadership révolutionnaire et combatif. Et donc, en 1917, les travailleurs russes organisés dans les soviets, dans leurs soviets, ils ont pris le pouvoir et ils ont fermé les portes du gouvernement bourgeois. Les bolcheviks n'ont pas fait de coup d'État, ça c'est de la pure propagande antisocialiste. Ils ont été élus démocratiquement comme majorité des délégués au Congrès des soviets et ils ont mis en place les politiques décidées par les travailleurs. Et à ce moment-là, la révolution socialiste venait de commencer. Les ouvriers et les paysans russes, ils ont exproprié leurs exploiteurs capitalistes dans les milieux de travail et ils ont fondé le régime politique le plus démocratique que l'histoire humaine n'a jamais connu. En Union soviétique, chaque ville était comme la commune de Paris. Mais les différentes communes étaient tous fédérées ensemble dans une grande république. C'était une démocratie aussi très flexible. Il n'y avait pas de règles bureaucratiques figées une fois pour toutes pour les élections, par exemple. C'était les travailleurs, ils décidaient eux-mêmes comment fonctionnaient leurs propres organisations. La démocratie directe a commencé au niveau du milieu de travail. Dans chaque milieu de travail, la production était gérée par les travailleurs eux-mêmes qui se réunissaient en assemblée générale et élisaient un comité de gestion d'entreprise révocable à tout moment et redevable devant les travailleurs. En général, les assemblées de milieu de travail vont envoyer des délégués à l'échelle municipale dans le soviet, le conseil ouvrier, pour décider des affaires locales. Les paysans dans les campagnes, ils se réunissent dans un soviet paysan et ils envoient des délégués dans le soviet de la ville la plus proche. Les soviets, ils envoyaient ensuite, chaque soviet de ville va envoyer des délégués dans un congrès des soviets qui va former le gouvernement national. Il y avait aussi des syndicats. Dans chaque milieu de travail, le syndicat local, il défendait les intérêts des travailleurs de l'usine et il travaillait en collaboration avec le comité de gestion d'usine qui coordonnait la production. Pour s'assurer que les travailleurs gardent un contrôle sur leur état ouvrier, Lénine avait poussé pour qu'on mette en place les principes de la Commune de Paris, que tout délégué ou fonctionnaire soit élu et révocable et payé pas plus que le salaire d'un ouvrier qualifié moyen. Les différents partis politiques étaient formés de gens qui partageaient des idées communes. Et les partis, ils pouvaient faire élire des délégués à tous les niveaux, local, municipal, régional, national, fédéral. Une grande quantité d'anarchistes russes qui étaient d'abord sceptiques par rapport aux idées des bolcheviks, ben, ils ont compris à ce moment-là que leurs objectifs étaient les mêmes. Ces anarchistes, ils ont décidé de joindre le parti bolchevique, puis ils sont devenus des marxistes. Donc, c'était ça l'État ouvrier soviétique. L'État, c'était pas un parlement possédé par des capitalistes. La cellule de base de l'État ouvrier, c'était l'Assemblée ouvrière de milieu de travail. Et les différentes assemblées, ils travaillaient ensemble pour coordonner la production à l'échelle nationale.
Bon, l'État ouvrier, il n'était pas parfait. Comme 85% de la population était analphabète, ben, il fallait compter surtout sur des fonctionnaires de l'ancien État tsariste qui, eux, savaient lire, écrire et compter et pouvaient accomplir les tâches de base de coordonner la production. Et ces fonctionnaires-là, ben, ils vont former éventuellement la base pour la bureaucratie stalinienne. Mais qu'est-ce qui a fait que cette bureaucratie a fini par émerger? Ben, c'était pas à cause que les bolcheviks avaient des mauvaises méthodes. C'était pas parce que les travailleurs n'étaient pas assez intelligents ou quoi que ce soit d'autre, non. Les puissances impérialistes européennes et nord-américaines ont envoyé 21 armées pour envahir l'URSS et mettre fin à la révolution socialiste. Ils ont provoqué une guerre civile qui a détruit le pays, l'a plongé dans la misère. Tous les partis d'opposition, ils se sont joints aux armées blanches contre-révolutionnaires et impérialistes. Et les partis d'opposition, ils se sont mis à massacrer des villages et assassiner des délégués des soviets. Et là, je parle pas juste de partis libéraux, mais je te parle aussi du parti paysan des socialistes révolutionnaires, le parti ouvrier social-démocrate des mencheviks et des groupes anarchistes comme le groupe Nabat qui sont devenus des groupes terroristes. Et là, il a fallu interdire ces partis pour empêcher des massacres. L'idée, c'était de les interdire de manière temporaire pendant la révolution, pendant la guerre civile seulement. Là, les travailleurs, ils peinaient à survivre, puis ils ont progressivement désinvesti leurs organes de démocratie directe. Puis ce vide, il a été comblé par les fonctionnaires ex-tsaristes qui ont alors formé une bureaucratie d'État. La bureaucratie, elle a mis Staline à la tête du pays, elle a usurpé le pouvoir des travailleurs, et cette bureaucratie, elle a trahi la révolution. Après la mort de Lénine en 1924, les bureaucrates staliniens ils ont maintenu l'interdiction des partis d'opposition et ils ont officialisé le parti unique. Ensuite, ils ont purgé, emprisonné et exécuté jusqu'au dernier des bolcheviks qui avaient joué un rôle dirigeant dans la révolution de 1917, dont Trotsky, qui organisait la lutte contre la bureaucratie. La contre-révolution politique, au nom de la révolution socialiste, a engendré un monstre totalitaire et bureaucratique qui n'avait plus rien à voir avec l'État ouvrier sain du début. La révolution socialiste n'a donc pas été complétée, le socialisme n'a pas été atteint. Le socialisme, il requiert non seulement une économie planifiée et nationalisée, mais il faut que cette économie soit planifiée de manière démocratique par les travailleurs. Et pour atteindre le socialisme, une révolution ne doit pas être isolée trop longtemps, hein, encore moins dans des conditions de misère. C'est pour ça que pour atteindre le socialisme, il faut une révolution à l'échelle mondiale en vue de former une fédération internationale de républiques socialistes. Avant de clore le sujet de la révolution russe, j'aimerais revenir un peu en arrière avant la montée de la bureaucratie stalinienne pendant la guerre civile. Il y a un mythe très répandu auprès des anarchistes selon lequel les bolcheviks et surtout Trotsky auraient dirigé des purges contre les anarchistes pendant la guerre civile. Je croyais moi-même à ce mythe. C'est une des premières choses que j'ai demandé aux camarades de la riposte en 2011. Pourquoi avez-vous purgé les anarchistes? Commençons par l'armée noire de Makhno. Makhno, c'était un révolutionnaire ukrainien. Il se revendiquait de l'anarchisme et il a monté une puissante armée de paysans, l'armée noire, qui a combattu les armées blanches contre-révolutionnaires et l'impérialisme allemand en Ukraine. À cette époque, il était allié avec l'armée rouge soviétique, dirigée par Trotsky. Après sa victoire contre les forces contre-révolutionnaires, les paysans de l'armée de Makhno, ils étaient en fait pas mal satisfaits parce qu'ils avaient maintenant la propriété de leur petite terre. Avant, ça appartenait à des seigneurs. Là, ils ont été tassés de là. L'armée de Makhno s'est dépeuplée. Là, il lui restait comme soldats que les koulaks, des paysans riches, qui, eux, ils voulaient continuer à combattre parce qu'ils ne voulaient pas du socialisme. Ils demandaient un retour du libre marché capitaliste pour qu'ils puissent s'enrichir individuellement. Donc, l'armée de Makhno, qui a perdu le soutien de la masse des paysans pauvres, elle s'est mise à piller des villages, puis à piller des trains des travailleurs des villes, puis elle a instauré des régimes autocratiques dans les villes sous son contrôle. Finalement, Makhno, il s'est retourné contre les bolcheviks et il a orchestré un coup d'État militaire contre le gouvernement des soviets sous la revendication des paysans riches de ramener le marché capitaliste dans les campagnes. L'armée rouge a dû arrêter l'armée de Makhno pour sauver la révolution, puis Makhno et ses collaborateurs ils ont reçu l'amnistie par les bolcheviks. Donc, c'était tragique, en fait, tout ça, mais très nécessaire. Le tome 2 de cette histoire, c'est la révolte des marins de Kronstadt de 1921,
qui a été maté par l'Armée rouge. Donc, premièrement, il faut rectifier les faits. La mutinerie à Kronstadt, elle n'a pas été menée par des anarchistes, pas du tout. Ceux qu'on connaît comme les anarchistes héroïques de Kronstadt, c'était en 1917, pas en 1921. En 1917, les marins anarchistes de Kronstadt ils ont décidé de joindre le parti bolchevique parce qu'ils ont réalisé que leurs intérêts et ceux des bolcheviks étaient les mêmes. Les marins anarchistes ont fourni les troupes de choc pour l'Armée rouge. C'était de braves combattants révolutionnaires. Entre 17 et 21, les marins de Kronstadt, ils sont presque tous sur le front, puis ils reviennent pas à Kronstadt. Kronstadt est vide. Il faut repeupler la forteresse navale avec on va la repeupler avec des fermiers riches, les koulaks, surtout venus d'Ukraine. Donc, qui étaient beaucoup influencés par l'idéologie de Makhno. Et ces nouveaux marins, ils possèdent des terres, des grandes terres, ils possèdent parfois des employés. C'est comme des petits capitalistes. Ils toléraient pas que les Soviets ils réquisitionnent le grain des campagnes pour nourrir les villes et le front. Et donc, ces marins koulaks, ils ont organisé une insurrection armée avec pour revendication principale le rétablissement du marché et du capitalisme. Le premier ministre français et d'autres dirigeants des pays impérialistes ont envoyé de grandes sommes d'argent aux insurgés pour les financer dans leur objectif de marcher sur Pétrograd. Les bateaux britanniques et français y étaient stationnés dans la mer, puis attendaient que la glace fonde pour pénétrer Kronstadt, puis marcher sur Pétrograd. Les bolcheviks, ils comprenaient que si les insurgés ils réussissaient à avancer avec leurs armes, les armées anglaises et françaises ils allaient détruire la révolution. Donc, il y a eu des négociations, mais ça a été un échec. Dans la forteresse navale, les marins révolutionnaires de 1917, ceux qui restaient, ceux qui y en avaient encore à Kronstadt, eux, ils ont organisé une riposte contre l'insurrection des marins fermiers riches. Et ils se sont fait arrêter par les mutins. Ça a été maintenant au tour des ouvriers de la ville de Kronstadt d'organiser la bataille contre les insurgés. Donc, les ouvriers ils ont libéré le village avant même que les forces principales de l'Armée rouge arrivent. D'ailleurs, il y a une faction anarcho-syndicaliste à l'intérieur du parti bolchevique, l'opposition ouvrière, qui a approuvé que la révolte soit matée. Donc, en réalité, là, on n'a pas ici affaire à une rébellion d'ouvriers et de marins anarchistes contre le bolchevisme, pas du tout. On a affaire à un soulèvement d'ouvriers et de marins bolcheviques contre des rebelles qui n'étaient pas des anarchistes, mais des contre-révolutionnaires pro-capitalistes soutenus par les forces impérialistes. Et le problème, c'était pas leur revendication. Les gens devraient avoir le droit de revendiquer, de revenir sous le capitalisme. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont pris les armes puis ils voulaient marcher sur Pétrograd et que ça laisserait le champ ouvert aux Britanniques puis aux Français pour exterminer la population. Bref, tout ça demeure évidemment une tragédie. Dernière question fondamentale que j'aimerais aborder pour construire les forces révolutionnaires. C'est comment est-ce qu'on doit organiser nos propres organisations de lutte. Les anarchistes proudhoniens et bakouninistes nous disent qu'il faut s'organiser sur la base du fédéralisme. Rien à voir avec le Canada. Les marxistes disent qu'il faut plutôt s'organiser sur la base du centralisme démocratique. Bon, le centralisme démocratique, c'est pas une idée proprement marxiste. En fait, c'est comme ça que ça marche dans la plupart des organisations ouvrières, comme les syndicats. Par exemple, un syndicat se prépare à organiser une grève. Le comité exécutif du syndicat organise une assemblée générale des travailleurs sur le milieu de travail. Le comité exécutif propose une grève. Les travailleurs en débattent. Il y a la plus grande liberté de parole et de critique dans l'Assemblée. On ne peut pas parler pendant 4 jours. À un moment donné, on passe au vote. Si la grève passe à la majorité, le syndicat entre en grève. On s'attend alors à ce que tous les travailleurs respectent la décision commune. Puis ceux qui traversent les lignes de piquetage, c'est des scabs, des briseurs de grève. C'est ça le centralisme démocratique. La plus grande liberté dans la discussion et la plus grande unité dans l'action. Cette façon de s'organiser, qui est préconisée par les marxistes, ça permet aux travailleurs d'affirmer leur autorité contre celle des patrons. Les soviets étaient organisés de la même manière d'ailleurs. Évidemment, j'espère que c'est rendu clair avec ce que j'ai présenté plus haut, que le centralisme démocratique des marxistes, ça n'a rien à voir avec le centralisme bureaucratique des staliniens, même si les staliniens aiment parfois utiliser le mot centralisme démocratique pour décrire leur bureaucratisme. Les bakouninistes, ils rejettent le centralisme démocratique et ils favorisent le fédéralisme. Donc, dans leur bouche, ce mot signifie que la minorité qui a perdu le vote, elle n'est pas obligée de se soumettre à la décision de la majorité et elle peut traverser les lignes de piquetage et briser la grève.
Elle peut aussi former un syndicat séparé. C'est finalement le diktat de la minorité. On rencontre d'autres formes d'organisation dans les milieux anarchistes, par exemple la méthode du consensus que j'ai vue dans un groupe anarchiste à Concordia. Dès qu'il y a une seule personne qui, dans l'Assemblée, est en désaccord avec une idée, on ne peut pas prendre de décision. En plus de paralyser toute la démocratie, ce qu'on a ici, c'est vraiment la dictature d'un seul individu. C'est en fait la méthode la plus antidémocratique qui soit. Certains groupes anarchistes pensent que d'avoir un animateur pour respecter les tours de parole, comme Hélène va faire ce soir, ça c'est autoritaire. Ce que j'ai vu dans un meeting anarchiste qui était organisé sans animateur, ben c'est que si tu veux parler, il faut que tu parles plus fort que les autres pour te faire entendre. Donc, tous ceux dans ce meeting-là qui n'étaient pas socialisés à empiéter sur les autres et à parler plus fort que leurs voisins, ils n'ont jamais pu parler. C'est le diktat des grandes gueules. C'était d'ailleurs juste des hommes qui parlaient. Comment, alors, on pourrait, à partir de ce qu'on vient de réfléchir ici, là, penser l'organisation démocratique d'une société socialiste? J'aimerais ça citer le bolchevique Zinoviev. Il s'adressait au IWW des États-Unis en vue de les convaincre de joindre la Troisième Internationale. Il nous dit, en temps de grève, tout travailleur sait qu'il faut un comité de grève, un organe centralisé chargé de diriger l'action et dont les ordres doivent être obéis, et il est élu et contrôlé par la masse ouvrière. La Russie des Soviets est en grève, face à face avec le monde capitaliste tout entier. La révolution est une grève générale contre le système capitaliste. La dictature du prolétariat est le comité de grève de la révolution sociale. J'adore cette citation. Donc, imaginez-vous maintenant, on a fait la révolution socialiste au Québec et où Canada et Québec, on va dire, mettons, dans 10 ans, on travaille fort là-dessus. Donc là, chaque localité ou commune, elle a un soviet et elle envoie, mettons, des délégués à un congrès des soviets du Québec. Là, le congrès, il faut qu'il établisse les grandes lignes sur comment on va redistribuer l'hydroélectricité dans les différentes localités. Disons que l'hydroélectricité est principalement produite par les travailleurs de la commune de Manicouagan. On va comparer maintenant le centralisme démocratique et le fédéralisme. Selon le centralisme démocratique des marxistes, les travailleurs des centrales de Manicouagan, ils organisent eux-mêmes leur milieu de travail, mais ils ne sont pas propriétaires des centrales. Les centrales, ils appartiennent à toutes les communes. Chaque commune exprime ses besoins en termes d'électricité au Congrès et on demande aussi aux travailleurs de Manicouagan qu'est-ce qu'ils sont capables de produire. Puis on va décider à la majorité des communes comment on va répartir l'hydroélectricité parmi les différentes communes en fonction de leurs besoins. Mais selon les anarchistes qui défendent le fédéralisme, ils considèrent que la commune de Manicouagan a plus de légitimité que le Congrès des communes parce que c'est plus local. Donc, ses habitants n'ont pas à se soumettre aux décisions du Congrès. Les habitants de Manicouagan, ils peuvent donc décider d'arrêter de produire de l'électricité pour les autres ou décider de vendre l'électricité comme une marchandise aux autres communes en échange de beaucoup de ressources. Donc, on voit ici comment le fédéralisme anarchiste ne fait que rétablir des rapports de pouvoir, voire même rétablir des rapports de classe. En cherchant à être anti-autoritaire, le fédéralisme est une idée profondément autoritaire et antidémocratique. C'est ultimement le droit d'être un briseur de grève. Un autre élément à ajouter, pour les bolcheviks, il était clair que l'adhésion à la Fédération des républiques des soviets devait être sur une base volontaire et consentie. Par exemple, s'il y avait un petit village qui voulait faire sécession pour vivre sa petite expérience, par exemple une commune isolée dans le bois, il n'y avait aucun problème, on pouvait leur donner leur autonomie. Évidemment, ça a des limites. Par exemple, si la petite ville se met à bloquer des ressources nécessaires aux autres villes ou rétablit l'esclavage dans ses murs. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'espère que ma présentation vous aura permis de démêler un peu les points de convergence et de divergence entre marxisme et anarchisme. Pour terminer, j'aimerais rappeler ce qui me semble essentiel à retenir. Les anarchistes et les marxistes sont des camarades dans la lutte contre le capitalisme pour l'instauration d'une société sans classe et sans État. Mais il y a des désaccords importants entre ces deux visions de la lutte. On ne peut pas simplement balayer tout ça sous le tapis, tous ces désaccords. Non, il faut les aborder de plein fouet, comme j'ai tenté de le faire aujourd'hui. L'adversaire, les capitalistes et l'État bourgeois, y est de taille. Il faut donc se doter des meilleures idées et des meilleures méthodes pour gagner la bataille révolutionnaire. Si on reste accroché
à l'idée anarchiste que le pouvoir d'État est un péché, on ne sera jamais capable d'organiser notre classe pour briser la résistance des capitalistes. Si on fuit comme la peste toute forme d'autorité, ben, les militants socialistes, ils doivent abandonner l'idée de travailler à convaincre les travailleurs de prendre le pouvoir. Si on abandonne le centralisme démocratique au profit du fédéralisme ou de la méthode du consensus, on détruit notre démocratie directe au profit de la dictature de la minorité et de la dictature de l'individu. J'espère que ma présentation a éveillé chez vous un intérêt pour les idées marxistes. Comme je l'ai dit, j'ai moi-même parcouru le chemin de l'anarchisme au marxisme et j'espère que ma présentation vous aura convaincu de faire la même chose.